Bonjour à tous. Excusez-moi, petit problème de micro. C'est parti. Et ben on continue notre aventure. Donc, on avait terminé la partie Égypte. J'ai tout fait. Je vais garder la partie pyramide pour après. On va faire les Romains. Hop. C'est parti. Alors, comme l'autre fois, je note tout comme ça, je sais où je suis. Bienvenue dans l'équipement qui la puissance de Rome repose sur sa suprématie militaire et la nature fondamentalement militariste de sa société. Les habitants ordinaires, pour l'essentiel des paysans et des éleveurs, rejoignaient l'armée pour protéger leurs terres et leurs familles. En échange, les membres de cette armée civique recevaient le droit de vote. Extrêmement disciplinés et respectueux de la hiérarchie, les citoyens soldats ont développé un fort sentiment de loyauté envers leur ville. La qualité de l'armure du soldat romain dépendait de son statut social et de sa richesse. Le de maille était l'arme la plus courante. La cuirasse segmentée, si souvent représentée de nos jours, est apparue à l'époque de César. Les fantassins étaient équipés de grands boucliers ovales, tandis que les cavaliers employaient des boucliers plus petits d'origine grecque. Les soldats transportaient leur équipement, y compris les outils nécessaires à la construction de fortifications et à l'édification de tentes. Les soldats romains étaient largement standardisés. L'abdomen et le visage étant les endroits les plus visés, un légionnaire était équipé de deux armes de corps à corps, une dague et une épée courte, appelée glaive. L'une des armes romaines les plus ingénieuses était le pilum. Sa pointe triple ou quadrangulaire pouvait percer une cuirasse, et si elle s'enfonçait dans un bouclier, elle se détachait du manche, ce qui empêchait de renvoyer la J'ai mieux. Mais par contre, lui, son épée, elle rentre dans le sol sans problème et puis elle ressort sans même que ça le gêne. Tout va bien. Petit détail rigolo du jeu. Lors de leur conquête, les Romains ont souvent adopté, parfois en les modifiant, des technologies ennemies pour les ajouter à leur arsenal. Après la capture d'un vaisseau carthaginois, les Romains s'inspirèrent de ces plans pour améliorer les leurs et construire de meilleurs navires. L'adaptation d'armes d'artillerie grecques a aidé les Romains à construire des catapultes et des balistes. Cette dernière arme devint emblématique de la guerre à la Romaine. Ça a été toujours, ça, dans tout. Hein. Les gens, ils s'inspirent de ce que les autres ont fait quand c'est mieux que ce qu'ils ont fait. Bienvenue dans les La taille d'un camp romain, appelé castrum, variait largement selon le nombre de soldats qui devaient intégrer. Tous partageaient cependant des caractéristiques communes de conception et de construction, comme celui qui est devant vous au cap Chersonesos.
De forme rectangulaire, les forts étaient bien protégés par des remparts et un système de poussée. Les murs étaient renforcés par des parapets qui étaient essentiellement une extension du toit protégeant les soldats en patrouille. En fonction des matériaux disponibles, les forts étaient bâtis en pierre, en bois, en terre et, en particulier dans les possessions romaines orientales, en briques. Les portes, à raison d'une sur chaque flanc, étaient dotées de tours de guet. Le commandant du camp se trouvait au centre, avec une bonne vue sur les troupes et la porte principale. Pour les quartiers des soldats, un fort comportait également un grenier capable de stocker au moins une année de vivres. Afin d'assurer la santé des troupes, chaque camp disposait d'une équipe de soigneurs et d'infirmiers. Le fort disposait d'un système de conduite pour l'approvisionnement en eau, des bains et des latrines. Construit en pierre. C'est rien de aucune forteresse. Une intégrée au jeu, un défi impressionnant pour le joueur. Le Cyrénaïque a l'exposition chez les envahisseurs d'accéder à la Grande Noire et les 5 villes principales de la région. Les forts étaient bâtis près des plaines côtières et des rivières. 3 de ces villes ont été reconstituées par notre équipe. Malagrae, Apollonia et Cyrène. S'il avait existé, ce fort aurait protégé la population de certaines. Ouais, du coup, des fois, ils se font des défis pour mettre des trucs sympas. Et une réorientation militaire ultérieure au XIe siècle. Peu de choses sur la présence militaire romaine en Cyrénaïque. Ça coûte.
Impressionnant d'ailleurs ces constructions. L'acheminement d'eau sur de longues distances, un vaste et haut et la production agricole. La longueur de certains aqueducs dépassait 7 km. Au Moyen Âge, les Grecs s'étaient essentiellement orientés vers les oliviers et les figuiers qui réclament le dos. Les aqueducs romains ont permis de diversifier les cultures. L'utilisation de l'eau était étroitement planifiée pour chaque exploitation. Les matériaux, l'usage de l'eau, les méthodes de nettoyage et l'exploitation de la étaient des éléments d'agir. Plusieurs forteresses furent construites afin de protéger des aqueducs et bâtiments récipients. Les décapités ou brûlés à la place. Les crucifixions étaient un divertissement couru et apprécié par les populations. Alors que jeter les condamnés à des animaux sauvages nécessitait une arène, la crucifixion pouvait être pratiquée n'importe où. Et on dit que maintenant on a des pratiques. C'était un peu barbare quand même. D'un autre côté, ça devait calmer les gens. Les crucifiés étaient presque toujours des esclaves, des traîtres, des pauvres. Si les déserteurs étaient crucifiés, c'est parce qu'on assimilait leur trahison à une mise en péril des citoyens romains. 71 avant notre ère, en Italie, un vaste soulèvement d'esclaves fut réprimé par l'armée rebelle. Il s'acheva par la crucifixion de 6000 hommes et femmes, dont le chef de l'insurrection, un
un esclave et ancien gladiateur, Spartacus. C'est qu'on en apprendrait plus sur tous les grands parrains et tout. Mais a priori, il n'y a pas tant que ça sur les parrains. Les deux était le lien unissant les deux de ses dieux et maintenant l'homme. La dynastie ptolémaïque a régné sur l'Égypte de 305 à 30. Elle fut appelée dynastie des Ptolémées ou des Lagides en l'honneur de son fondateur Ptolémée Lagos, général grec proche d'Alexandre le Grand. D'origine macédonienne, Ptolémée Lagos comprit que pour se faire accepter des Égyptiens, il devait adhérer à leur tradition. Il adopta le titre de pharaon et changea de nom pour devenir Ptolémée Ier Soter, le Sauveur. Puis le meurtre de son père, dirigeant d'un royaume de pied et à la tête d'une vaste, Alexandre décida de partir en conquête. Désireux de reprendre les villes grecques d'Asie mineure, il attaqua les forces perses et enchaîna les victoires. Alexandre le Grand poursuivit ses campagnes, enlevant les villes les unes après les autres, et arrivant en Égypte, il maquilla le pays des Perses. Perçu par les Égyptiens comme un libérateur, Alexandre décida de se conformer aux coutumes locales et de devenir pharaon. Il se rendit à Thèbes pour offrir un sacrifice rapide, puis gagna l'oasis de Siwa, où il fut proclamé fils d'Amon. Devenu officiellement pharaon d'Égypte, Alexandre y passa l'essentiel de l'hiver et il fonda la ville d'Alexandrie. Stratégiquement décidé, son nouveau statut de pharaon lui permit de lancer une campagne de propagande en vue de conquêtes futures. Il reprit ses campagnes en 3 ans.
Aider à assurer non seulement la stabilité financière, mais aussi son développement économique et militaire. Il n'oublia pas non plus de coopérer avec l'élite égyptienne pour assurer l'ordre intérieur. Ptolémée, aussi respecté en Égypte qu'en Méditerranée, était à la tête de la plus vaste flotte du monde hellénistique. Ptolémée prit officiellement le titre de pharaon en janvier 304, à l'anniversaire de la mort d'Alexandre. Sa dépouille a été placée dans un sarcophage normatif, puis dans un. Le cercueil a été transporté dans un chariot ouvragé, doré et serti de pierres précieuses, qui tirait 64 moules couronnés d'or. La procession funéraire rejoignit un temple grandiose construit par Ptolémée Ier à Alexandrie, en l'honneur de sa prise d'Alexandrie, Jules César visita le tombeau d'Alexandre, et on raconte que l'empereur Auguste y aurait déposé des fleurs. Malgré des prétendues visites de nombre de dirigeants de tout Europe, mais donc, selon certains récits, le cercueil d'or aurait été remplacé par un sarcophage de fer, probablement par Ptolémée. On raconte aussi que Cléopâtre a pillé ce tombeau lorsqu'elle a connu des difficultés financières. Cléopâtre. Sacré personnage. Bienvenue dans Cléopâtre, reine d'Égypte. Et sur le trône à l'âge de 10 la langue égyptienne, une intelligence, une éducation approfondie et un brillant politique permettent de se à toute la Méditerranée. Permet à Cléopâtre de s'appuyer. S'introduire la frontière des deux royaumes et affirmer sa position d'Égypte.
espérant y trouver refuge. Sa décision lui fut funeste. Sur les conseils de son entourage, toute maîtresse décida de faire exécuter et de conserver sa tête dans l'espoir de s'attirer les grâces de César. Malgré remettant, ce stratagème se retourna contre lui. Le meurtre d'un citoyen romain plongea César dans une terreur. Cléopâtre, avisée du ressentiment de César envers votre et décida de tirer profit de la situation. Elle regagna en secret l'Égypte afin de tenter une alliance avec l'un des hommes les plus puissants de l'époque. Au-delà de la légende selon laquelle elle aurait été amenée à César roulée dans un tapis, nul ne sait ce qui s'est exactement passé lors de leur mort. Mais César vit en Cléopâtre un dirigeant plus conforme à ses intérêts que son jeune frère. S'appuyant sur le testament de Ptolémée XII, César tenta de rétablir l'entente entre le frère et la sœur. La tournure des événements fit enrager Ptolémée XIII et le retour de Cléopâtre ne plut pas davantage à ses conseillers. Poussé par Cotinus et par le général Achillas, le jeune pharaon obtint un propos de César et Cléopâtre qui déboucha sur le siège d'Alexandrie qui était sur le champ de bataille se noya dans les eaux du monde. Ses adversaires étant morts ou vaincus, Cléopâtre épousa son autre jeune frère, Ptolémée XIV, et s'empara enfin du trône d'Égypte. La fin de la guerre d'Alexandrie cimenta également l'alliance politique et S'ils peuvent se faire des grâces, ils y vont. C'est hallucinant quand même. peu après, Cléopâtre donna naissance à un fils qu'elle appela Césarion, mais Jules César ne fit pas de cet enfant son héritier et lui préféra plus tard. Néanmoins, à son retour, César invita la reine et son frère à séjourner dans la ville, mais sa présence fut forte et impossible. De son expérience en matière militaire, César décida de laisser 4 légions au monde et de confier les affaires au romain à un. Ceci assura la confiance. Cléopâtre et sa suite demeurèrent à Rome jusqu'au meurtre de César. On connaît la suite. Hein. Numéro bis, itinéris. On sait comment ça s'est fini. Le plus fidèle allié de César, Marc Antoine, souvent visite à la reine d'Égypte et contrairement à beaucoup de ses contemporains, il reconnaissait la légitimité du fils naturel de César. Tous les intellectuels de l'Égypte sont restés imbutables et belligérants. Cléopâtre, de son côté, vit en lui un puissant allié. Durant l'hiver européen, elle organisa une somptueuse visite de montrer Antoine les richesses de son pays et le pouvoir qu'il détenait. Il s'ensuivit une relation politique et intime, ce qui déclencha de nouveau les foudres du Sénat romain. Afin de calmer les esprits, Antoine négocia avec un diable. Les compagnies de
mena sa propre campagne de propagande qui fut couronnée de succès. L'action ouverte se vient mais la censure liée à une attaque médisant légal. Malgré son nom, la flotte égyptienne, commandée par Cléopâtre, mais aussi les forces de Marc-Antoine, l'officialité de la victoire opta pour débarquer en Égypte. Suite des événements de l'Empire, et à rendre couverte de chaîne, Cléopâtre organisa son exécution. Elle s'est probablement empoisonnée à l'arsenic, même si la version selon laquelle elle décide de se faire mordre par un serpent. On ignore toujours ce qui lui fait venir le Le siège d'Alexandrie. Alexandrie. Alexandre. Bienvenue dans le siège d'Alexandrie. Est-ce que c'est un fauteuil particulier? Les écrits attribués à Jules César, on peut citer ses descriptions du siège d'Alexandrie, la guerre des Gaules et les commentaires sur la guerre civile. Ces textes contiennent des informations sur plusieurs conflits. La Gaule, l'Afrique et l'Espagne. Ils décrivent les activités militaires de César de 58 à 40. Si les écrits de César demeurent une source d'information majeure, leur perspective demeure néanmoins limitée. Il faut prendre en compte d'autres événements historiques, une meilleure appréciation des événements. Au siège suivi par César dans le palais des Ptolémées. D'autres auteurs nous ont laissé des informations tout aussi précieuses et parfois contradictoires. Les événements qui débouchèrent sur le siège d'Alexandrie furent marqués par l'affrontement entre Cléopâtre et son frère, le trône de l'Égypte. Le régent Plotinus, ou Vénos, qui connaît sous sa coupe le jeune Ptolémée XIII, contraignit Cléopâtre à la clandestinité. Telle était la situation lors de l'arrivée de Pompée à Alexandrie. Le général romain s'est retourné vers ses alliés égyptiens. Sur le conseil de Plotinus, Ptolémée XIII fit tuer Pompée dans l'espérance d'attirer les faveurs de César. Cela se révéla être une décision des l'arrivée de César à Alexandrie, on lui présenta la tête de Pompée. Le meurtre d'un Romain par un Égyptien n'est pas fantôme. César indiqua clairement son mécontentement et ordonna la résolution des différends dans la famille royale et la de leur règne commun sur l'Égypte, conformément à la loi. Ni Plotinus, ni Ptolémée XIII ne souhaitaient se plier à cette exigence. Derrière les promesses de façade, Plotinus manœuvra en secret contre César et ordonna au général égyptien Aquilas de faire venir ses 20 bras. Tandis que Plotinus combattait contre César,
Cléopâtre tentait un coup plus audacieux. On a eu un beaucoup courir. Oh, Forest, go! J'ai appuyé à la nage en fait. Ça aurait changé. Et ils nous auront fait suffisamment courir en fait. Tout ça pour ça. C'est rallonger le truc pour rallonger le truc. Voilà, c'est vraiment parce que l'endroit est important. Avec les sphinx et tout ça. Les circonstances de la rencontre entre César et Cléopâtre varient selon les versions. Selon une lettre, Cléopâtre se faufila seule de nuit dans le palais. D'autres récits affirment qu'elle était accompagnée d'un allié et qu'elle fut conduite dans le palais. Si les débats au sujet de cette première rencontre perdurent, c'est que Cléopâtre a bien rencontré César et qu'elle a rapidement obtenu son soutien. Dès lors, la tournure des événements les plus fortement continue si Ptolémée XIII. C'est vrai, il perdait la main. C'était pas content. César décida de jouer les médiateurs pour parvenir à une issue pacifique. Mais la situation s'envenima rapidement. À l'occasion d'un banquet célébrant la réconciliation, le complot fut déjoué par le barbier de Chefron. Lorsqu'il comprit que l'attaque avait été commanditée par Plotinus, le régent du roi, César fit exécuter ce dernier, puis plaça le jeune roi sous bonne garde. Et les choses d'Irie, d'Orange et de Timothy. Il ordonna à ses hommes de creuser un fossé autour du palais et de construire un mur jusqu'au port. Il voulait ainsi s'assurer un accès à la mer. La figure du général Achillas et de ses 20 000 hommes dans la ville, le début de la bataille d'Alexandrie.
Achillas plaça ses troupes tout autour de la ville. Les escarmouches éclatèrent dans les rues d'Alexandrie et se poursuivirent durant plusieurs jours et plusieurs mois. Malgré leur infériorité numérique, les troupes de César parvinrent à contenir l'ennemi, ce qui poussa Achillas à changer d'approche et à tenter de capturer le peu romaine qui montait vers lui. Sur celle-là. C'est pour ça qu'elle dure si longtemps, en fait, il y a beaucoup de déplacements. En soi, l'histoire, c'est pareil que les autres, mais... Une assez bonne protection. La perte du port coupait court au ravitaillement et à l'arrivée de renforts. César savait qu'il devait protéger la flotte. Ses troupes parvinrent à reprendre le contrôle du port, mais César savait qu'il ne pourrait pas le conserver éternellement. César ordonna alors de brûler ses vaisseaux. Puis, comme le chemin du palais était bloqué par l'ennemi, il se dirigea vers le phare d'Alexandrie. Les hommes de César ouvrirent un passage à travers les Égyptiens et finirent par atteindre l'île de Pharaon. Là, ils se réfugièrent. Désormais d'un accès facile à la mer, César put envoyer des messages à ses alliés pour réclamer des renforts et du ravitaillement. Le fort de l'île lui permet également de contrôler l'accès aux ports grâce aux chaînes employées par les Égyptiens pour gérer le trafic maritime avec lesquels Alexandrie. La chronologie exacte des événements de la guerre d'Alexandrie demeure imprécise. Les récits se contredisent sur la date et les circonstances de l'incendie de la grande bibliothèque. Selon un témoignage, les quais et les entrepôts furent incendiés et le feu se propagea. Selon un autre auteur, lorsqu'Achillas isola le port, César dut quitter le palais pour défendre ses navires. Pendant que quelle rencontre, les navires prirent feu et l'incendie s'étendit à la bibliothèque. Qu'il en soit, la grande bibliothèque ne fut pas entièrement détruite. L'expert indique que son emplacement était trop éloigné du port et des textes plus récents indiquent qu'elle était intacte à la fin des combats. Les entrepôts qui bordaient le port abritaient des copies de manuscrits attendant d'être exposés. Il est fort probable que ce sont ces documents qui aient été détruits, et non la bibliothèque elle-même. C'est triste quand même quand tu vois le temps qu'il mettait à reproduire un bouquin à l'époque. La disparition de la grande bibliothèque a peut-être été le fait d'incendies successifs survenus au fil des ans. Elle date probablement du IVe siècle de notre ère, lorsque l'empereur chrétien Théodose Ier ordonna la culture de tous les certains documents ont survécu parce qu'ils avaient été déplacés, mieux que l'ampleur des connaissances qui furent à jamais perdues. Certains récits indiquent qu'Achillas a mené la bataille contre les Romains, mais il semble que la sœur de Cléopâtre ayant pris le parti de son frère le fit tuer
et le remplaça par Ganymède, son fidèle allié. Ganymède était un tacticien de talent qui avait fait ses preuves au bénéfice des Égyptiens. C'est lui qui eut l'idée de priver César de l'accès au pont pour le piéger dans le palais. À l'époque de Ptolémée Ier, les canaux avaient été creusés au sein de la ville d'Alexandrie, fusionnée la ville de Pontus. Ganymède ordonna à ses hommes de prendre le contrôle de ces canaux. Après avoir isolé ses propres envahisseurs de l'eau, il fit verser du sel dans les canaux et les citernes qui approvisionnaient le camp de César. Du coup, l'eau était prête pour faire cuire les pâtes, quoi. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Cela déclencha la panique parmi les soldats de César. Sans eau douce, ils ne pourraient pas tenir longtemps. Mais conscient de la nature poreuse du calcaire, César fit creuser des puits pour trouver l'eau douce. Quelques jours plus tard, la 37e Légion, composée de soldats de Pompée, arriva par la mer. Les vents empêchèrent leur débarquement. César prit le risque de les rejoindre sur la péninsule. Lorsque l'ennemi apprit où se trouvait César, il s'y précipita pour l'intercepter. Les Alexandrins disposaient d'un très net avantage. César, grâce à un navire rhodien et à son équipage compétent, l'emporta. Trop fort, ce César. Il était bien entouré quand même, le monsieur. La victoire de César et de ses navires alliés permet de repousser les Égyptiens et d'assurer sa position de phare. La prise de l'île de Pharos represa les Alexandrins à la mer et les força à regagner la ville à la nage. Cependant, César n'eut guère le temps de fortifier. L'ennemi se regroupa et lança un assaut ravageur. Malgré les encouragements de César, les deux soldats romains pris de panique quittèrent leur poste de bateau et sautèrent dans la mer. Sì. L'historien Cassius, César se serait noyé s'il n'était pas parvenu à se débarrasser de sa cape. Quoi qu'il en soit, il parcourut la distance à la navigation. Les Alexandrins récupérèrent sa cape et en firent un trophée célébrant la débâcle romaine. Mécontents de Ganymède, les Alexandrins souhaitèrent. Ils prirent contact avec César pour lui proposer un complot. César accepta de libérer Ptolémée XIII sous réserve qu'il épargne le royaume et demeure fidèle à lui. Mais une fois libre, le roi dénonça cette et reprit les hostilités. C'est fait. Mithridate, fidèle allié de César, entra en Égypte et affronta les troupes de Ptolémée à Péluse. Sa supériorité numérique lui permit de s'emparer de la région et de l'avancée de l'ennemi de César vers Alexandrie. Ptolémée dépêcha ses troupes afin de l'empêcher de bouger. Oh, diamelia!
Lors de la bataille du Nil, les Romains prirent l'avantage et mirent les Égyptiens. Au tumulte et la panique, le roi Ptolémée XIII se noya dans les Pourtant, il avait pour la tunique des Césars. Il a fait le boulot. Le siège ayant été levé, Cléopâtre épousa son frère, Ptolémée et régna sur l'Égypte jusqu'en 30 après. Sous son règne, Alexandrie connut un grand essor et devint l'une des cités les plus importantes de tout l'Empire romain. Elle en vint même à surpasser. Jules César demeura quelque temps en Égypte. Cléopâtre et lui eurent un enfant qui fut nommé César. C'est parti. Bienvenue à la Nouvelle-Nation. Après avoir conquis l'Égypte en 331 avant notre ère, Alexandre le Grand décida d'y fonder une nouvelle ville à laquelle, comme à son habitude, il donna son nom. À sa mort, Alexandrie devint rapidement la capitale du royaume ptolémaïque et la plus importante cité du monde grec. Et le lac Maréotis, c'est un véritable pôle culturel. Dès les yeux, on pouvait voir de splendides bâtiments, des royaumes, temples, gymnases, jardins publics luxuriants et larges allées. Un max Son placement et sa beauté sans égard, Alexandrie attirait de nombreux intellectuels et marchands étrangers de toute la Méditerranée. Alexandrie fut l'une des villes les plus cosmopolites du monde antique et détrôna même Athènes en devenant la plus importante cité grecque de l'histoire. Les obélisques égyptiens étaient très appréciés par les architectes romains. Si les modèles romains favorisaient l'emploi d'un seul monument, les obélisques égyptiens allaient par paire et ornaient généralement le trait. Plusieurs obélisques égyptiens qui ont survécu à l'époque du temps forment aujourd'hui des villes modernes aussi diverses que Paris, Rome, New York et Londres. Ceci montre bien qu'Alexandrie a été fortement influencée par le riche passé égyptien. On a l'obélisque de la Concorde qui est magnifique. C'était un cadeau sans qui a été fait là-bas. Alexandrie comptait de nombreuses avenues, mais son artère la plus célèbre était la voie Canope. Bordée de superbes édifices, maisons et temples, elle s'étendait sur environ 8 km. Elle fut l'une des grandes voies commerciales d'Alexandrie. Des processions et des fêtes y étaient souvent organisées. Les normes grecques. Ceci est probablement dû au fait que la voie Canope a été construite en peu de temps et d'après un plan d'urbanisme, alors
sortait des cimetières de l'Ouest, longeait le gymnase et franchissait un imposant portail pour se prolonger hors de la ville vers l'est en direction de Canope. Cette structure était appelée la Porte Canope. Coucou Poudre, comment tu vas? Moi ça va. Même si j'ai pris une décision parce que j'en ai marre, j'ai été réveillée encore ce matin. Donc demain, je vais me mettre un coup de pied derrière et je vais faire ce qu'il y a. C'est ça. Ah ouais non, puis là, bon, c'est bon, ce matin, 7h moins 10. Coucou mec de Didous, comment ça va? Donc voilà. Et puis je suis en train de regarder pour modifier l'appart. Tant pis, on va faire bouger des meubles et tout. Je vais changer mes chambres de façon à pouvoir dormir le matin. Ça m'embête parce que je vais réquisitionner des bras, mais tant pis. Des quantités considérables de matières premières et de marchandises transitaient chaque jour par la ville. Le grand marché du port est établi. C'est là que les marchandises étaient négociées par les propriétaires, les non-pierreuses. Et comment ça va, Mac de Didous? Tu passes un bon dimanche? De l'artisanat, céramique, fer, aluminium, pièces de bois, utilisés pour pratiquer et l'activité textile était florissante. Ce que l'Égypte ne produisait pas, elle l'apportait en échange de blé et de papier. Les importations les plus prisées étaient le pain de Syrie, le fer et le marbre des Grecs. L'activité commerciale contribuait à la richesse déjà insolente de la ville. Moi ça va, j'ai juste été réveillée assez tôt par ma copine du dessous. Claqué sa fenêtre. J'étais à peine levée, elle a claqué sa porte 2 fois. J'étais en train de ranger le lave-vaisselle dans la lave-vaisselle. Si. Le port qui arrivait au port de Paris depuis les installations maritimes était utilisé dans le monde du chantier naval où étaient construits la plupart des bateaux égyptiens. Ces chantiers qui employaient des dizaines de milliers d'ouvriers contribuèrent à de la production des plus puissantes de l'époque. N'était pas utilisé dans le chantier naval. Ah, c'est bizarre. Attends. Comment ça se fait? Vous les avez... Ah, peut-être que... Là, il me met l'encodeur est en surcharge. Alors, c'est peut-être pour ça. Je vais baisser un peu le son du jeu. Le son est étrange. Ah. Ça vient de ça. Ouais, c'est chiant. Ça me le fait pas tout le temps. Vous allez me dire si c'est mieux ou pas. Sinon, je vais passer sur le Steam Deck. Sud du lac Maréotis était le plus grand d'Égypte. À l'époque ptolémaïque, ce lac mesurait quelques 40 km du nord au sud.
Le niveau du lac était constamment tenu par un fleuve humide. En plus du lac, un canal avait été creusé pour faciliter l'acheminement de marchandises entre la ville et le port. Mais il n'a pas été inclus dans le jeu. D'accord, bon bah, je vais finir juste cette mission-là, parce que je savais pas que ça faisait ça. Et puis je repasserai sur le Steam Deck la prochaine fois. De toute façon, là, j'allais arrêter pour celui-ci, j'allais passer sur Fresh Start. L'activité bancaire fut l'un des apports spécifiques majeurs des Grecs en Égypte. La richesse d'Alexandrie reposait largement sur l'imposition systématique de presque toutes les activités. Même des marchandises aussi courantes que le sel, l'huile, la bière, le blé et le lin étaient closes de commerce. Ceci permettait au patron royal d'Alexandrie d'assurer la stabilité économique de la plupart des régions administratives d'Égypte. Et dommage, c'est si j'ai fait tout le stream avec le son comme ça, c'est pas terrible pour après, pour la rediff, mais bon, tant pis. Au XIe siècle, alimentant le lac à partir du Nil, Sparta, et de sa connexion maritime et de l'essentiel de son approvisionnement en eau, s'évapora progressivement et sa surface diminua considérablement. S'il existe encore, c'est grâce à l'irrigation. Mais la taille actuelle ne dépasse pas un dixième de celle qui était la tienne dans l'Antiquité. Oui, il y a les sous-titres, mais bon, c'est pas très agréable si le son est pourri. D'accord. Du coup, je vais quitter. Hop. Et puis, on va aller sur Fresh Start.